Pour notre 7e anniversaire de mariage, j'ai préparé un dîner romantique aux chandelles mais alors mon mari est entré, main dans la main avec la fille de notre ancienne femme de ménage. Elle est enceinte. C'est mon enfant. Nous allons divorcer. L'assiette dans ma main s'est fracassée. Je me suis figé dans une terreur absolue. J'ai posé l'assiette de bœuf grillé sur la table, le parfum des herbes et de la sauce s'élevant dans l'air, se mêlant à la lueur ambrée de la lumière des bougies. Aujourd'hui, c'était mon 7e anniversaire de mariage avec David. J'avais passé tout l'après-midi dans la cuisine, préparant soigneusement chaque plat, choisissant le vin rouge que nous avions gardé de ce vieux voyage en Italie. Je voulais que ce soir soit doux, juste lui et moi. Mais alors Ava Brown est apparue, tenant un bouquet d'œillets rouges vifs. « Joyeux anniversaire », a-t-elle dit, sa voix vive et claire, ses yeux pétillants sous la lumière. Je me suis figé, mon sourire crispé sur mes lèvres, mais je l'ai quand même poliment invitée à s'asseoir. Quelque chose n'allait pas. La façon dont elle a placé le bouquet au centre de la table, comme si elle voulait s'emparer de toute la scène. La façon dont sa robe de soie épousait son corps, scintillant à la lueur des bougies. J'ai essayé de chasser mon malaise, me disant que je réfléchissais trop. Juste au moment où je posais le dernier plat, David, assis en face de moi, a soudainement parlé. « Assieds-toi, Claire. J'ai quelque chose à te dire. » Sa voix était basse, froide, sans la taquinerie habituelle. Ses yeux se sont fixés sur les miens, vifs comme une lame. Ava était assise près de lui, ses lèvres roses légèrement gonflées, ses joues rouges. Ses doigts n'arrêtaient pas de faire tourner la cuillère en porcelaine, ses ongles rouges vifs brillant dans la pénombre. « Qu'y a-t-il de si sérieux » ai-je dit, en essayant de garder ma voix légère, bien que mon cœur battait plus vite. On dirait que la police est sur le point de m'interroger ou quelque chose comme ça. Je me suis assise en regardant David, attendant, mais ses yeux se sont détournés vers Ava. Il y a eu une brève pause gênante, comme s'il décidait de quelque chose. Alors, voilà. Il s'est éclairci la gorge, tapotant son doigt sur la table, une habitude qu'il avait quand il était anxieux. J'ai attendu, le souffle court, sans même savoir pourquoi. Il a inspiré profondément, puis m'a regardé droit dans les yeux, sa voix lente, comme si chaque mot devait fendre l'air. « Claire, je veux divorcer. » La phrase a tout tranché. La viande refroidissait sur la table. La bouteille de vin rouge restait non ouverte. J'ai regardé fixement, ma bouche parlant avant que je puisse penser. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? Il y a une étrangère ici. Tu n'as pas peur d'être jugé ? » Je pensais qu'il plaisantait, comme l'une de ces farces déplacées qu'il faisait parfois devant des amis, mais ses yeux ne contenaient aucun amusement, juste de la froideur et une lueur d'inquiétude. David a serré les lèvres, tapotant plus vite maintenant. « Je sais que c'est soudain, » a-t-il dit, en jetant un coup d'œil à Ava. Elle a arrêté de faire tourner la cuillère, ses doigts se raidissant, ses yeux brillants comme si elle attendait. « J'y pense depuis longtemps, Claire. Je ne veux plus te mentir. » Il a fait une nouvelle pause, a repris son souffle, puis a parlé, sa voix comme un couteau. « Ava et moi sommes ensemble. J'ai eu l'impression que la foudre m'avait frappé le crâne. »« Toi et qui ?» Ma voix s'est brisée, aiguë, incontrôlable. J'ai regardé Ava et elle a relevé la tête. Ses yeux pétillants ne contenaient plus de joie, mais un défi. Ses lèvres se sont courbées, non pas en un sourire, mais en une courbe acérée comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. La pièce a basculé. Ava Brown, fille de la femme de ménage qui a travaillé pour ma famille pendant plus de 10 ans. Queen, avec ses mains fragiles, frottant les sols, faisant la lessive, essayant de gagner de l'argent pour soigner son mari alité. La jeune Ava était autrefois débraillée, maigre. Mes parents l'ont prise en pitié, l'ont soutenue depuis l'école primaire. Puis l'usine de mon père a fait faillite. Nous nous sommes noyés dans les dettes et Queen est partie. Ava venait d'entrer à l'université à l'époque. Et même si ma propre famille s'était effondrée, j'ai continué à lui envoyer de l'argent pendant ces 4 années d'études. Pour moi, Ava était la petite sœur timide et fragile, 6 ou 7 ans plus jeune que moi, toujours douce, toujours silencieuse. Je n'ai jamais pensé, jamais même imaginé qu'elle et David puissent avoir le moindre lien. Je les ai regardés tous les deux assis là. David, mon mari depuis 7 ans, et Ava, la fille que je considérais autrefois comme une sœur cadette, maintenant assise côte à côte comme si j'étais l'intruse. David tenait la main d'Ava, leurs doigts étroitement entrelacés, comme s'il faisait une déclaration que personne ne pouvait nier. Il m'a regardé,
les yeux légèrement fuyants, mais sa voix était ferme. Ava est allée faire un contrôle la semaine dernière. Elle est enceinte. Le bébé est de moi. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing à la poitrine, si fort que j'ai senti mes côtes se resserrer. Ma tête tournait, essayant de rassembler les morceaux. Enceinte, un bébé, de toi. Je voulais crier, renverser la table, mais mon corps est resté là, figé. Le bœuf grillé avait refroidi, et l'odeur des herbes me donnait maintenant envie de vomir. La bouteille de vin rouge que j'avais choisie pour célébrer me semblait maintenant une blague cruelle. David a baissé la tête, évitant mon regard, mais a continué. Sa voix plus basse maintenant, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Je sais que c'est cruel, Claire, mais je ne peux pas laisser mon enfant naître avec l'étiquette d'illégitime. Il a fait une pause, a repris son souffle comme s'il avait besoin de courage. Nous sommes mariés depuis 7 ans, et tu n'es toujours pas enceinte. De plus, Ava n'a que 23 ans. Elle a renoncé à un brillant avenir pour être avec un homme marié comme moi. Je ne peux pas trahir ça. Il a levé les yeux vers moi et pour la première fois, il y avait quelque chose de suppliant dans ses yeux. J'espère que tu pourras l'accepter. Donne-nous une chance, à Ava et à moi. Quand nous divorcerons, j'essaierai de te donner autant d'actifs que possible. Chaque mot qu'il prononçait était une lame qui transperçait mon cœur, déchiquetant les 7 années que je croyais remplies d'amour. La contraception. Il savait que nous étions tous les deux d'accord là-dessus parce que nous voulions nous concentrer sur nos carrières, construire l'entreprise à partir de rien. Puis l'usine de mon père s'est effondrée. Les dettes se sont accumulées. Tout est devenu chaotique et nous avons continué à reporter le fait d'avoir des enfants. Ce soir, j'avais prévu d'ouvrir ce vin, de m'asseoir avec lui, de parler de repartir à zéro, d'un enfant, de l'avenir. Mais lui, il avait préparé une autre surprise, un couteau bien aiguisé. Et Ava le tenait avec lui. J'ai senti le sang bouillir en moi, mais étrangement, quand la rage a atteint son paroxysme, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai ri. Le son a fait figer David, ses yeux vacillants, et Ava a arrêté de faire tourner sa cuillère, son doigt raide sur la table. Ah oui, ai-je dit. Alors, quelle part des actifs avais-tu l'intention de me donner? L'entreprise, ce qu'il appelait maintenant des actifs, était quelque chose que lui et moi avions construit ensemble. Les nuits blanches à rédiger des propositions. Les journées sans fin à courir après des partenaires. Les fois où j'ai ravalé ma fierté juste pour signer un contrat. David a ouvert la bouche, sur le point de dire quelque chose. Mais Ava lui a soudainement tiré la manche, ses doigts fins agrippés fermement comme si elle avait peur qu'il ne promette trop. Elle a souri, doucement mais faussement, sa voix mielleuse. David, pourquoi ne m'as-tu pas parlé d'abord avant de lui parler soudainement de nous? Tu donnes l'impression que je suis la maîtresse qui a brisé votre mariage. J'ai ri de nouveau. Maîtresse? Elle porte l'enfant de mon mari. Si ce n'est pas une maîtresse, qu'est-ce que c'est? Toutes ces années où ma famille l'a soutenue. Nous n'avons fait qu'élever une traîtresse. Je l'ai regardée, ses yeux pleins de larmes. Mais derrière, une suffisance comme si elle venait de gagner un gros pari. Ava s'est levée brusquement, s'est approchée de moi. Elle s'est inclinée profondément, ses cheveux bouclés tombant sur la moitié de son visage. Je suis désolé, Claire. Sa voix tremblait, des larmes coulant sur ses joues, les yeux rouges comme un petit animal effrayé. Je sais que quoi que je dise, tu ne me pardonneras pas. C'est ma faute. Je t'ai fait du tort. Elle a reniflé, ses épaules tremblantes. Mais je l'ai vu, l'éclair dans ses yeux. Pas de regret, mais un défi. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de tomber amoureuse de David. J'ai regardé la fille en face de moi. Des larmes scintillantes, mais un regard plein de fierté. Pourquoi, ai-je crié, ma voix si forte qu'elle m'a surprise moi-même. Il y a des millions d'hommes dans ce monde. Pourquoi mon mari? Ava a relevé la tête. Son visage est devenu rouge, mais sa voix n'a pas vacillé. Claire, ta famille m'a aidé pendant des années, et je suis vraiment reconnaissante. Mais l'amour est égoïste. Je ne peux pas laisser la gratitude m'empêcher de suivre mon cœur. Elle a fait une pause. De plus, vous êtes mariés depuis 7 ans, David et toi, et vous n'avez toujours pas d'enfant. Avec un si grand héritage et un tel rêve. Quelqu'un ne devrait-il pas être là pour le perpétuer? Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Mon corps entier tremblait,
Ma main s'est levée, prête à la gifler pour la ramener à la réalité. Mais David a immédiatement sauté entre nous, la protégeant. Ses épaules tendues, ses yeux glaciales. Claire, tout est de ma faute. Si tu es en colère, prends-t'en à moi. Ne blâme pas Ava. Elle est innocente. Innocente? Ma poitrine s'est serrée de douleur. J'ai laissé échapper un rire amer. Innocente? Qu'est-ce que tu dis? Que tu l'as violée? Alors pourquoi n'est-elle pas allée à la police? Pourquoi est-elle prête à avoir ton bébé? Vous êtes un couple parfait, un salaud et une briseuse de ménage. Le visage d'Ava est passé du rouge au blanc pâle. David m'a regardé, son regard devenant froid, comme si les 7 années d'amour entre nous venaient de s'évaporer. Claire, et un peu de décence, a-t-il dit. Ne dis pas des choses aussi vicieuses. Ava est pure, gentille. Rien à voir avec quelqu'un comme toi. À courir après les contrats jour et nuit, à fréquenter des hommes dans des réunions d'affaires. Qui sait ce que tu as fait dans mon dos? Si on parle d'impudeur, qui pourrait te surpasser? Ces mots coupaient comme de l'acide. Chaque once de mépris caché s'est déversé dans cette seule phrase. C'était comme si une bombe avait explosé dans ma tête. Mes oreilles bourdonnaient. Tous ces événements de réseautage, les sourires forcés pour maintenir l'entreprise en vie, les poignées de main gênantes, tout cela pour l'entreprise que nous avions construite ensemble. Il le savait. Mais maintenant, il l'utilisait pour me traîner dans la boue. La rage a pris le dessus, brûlant toute trace de logique. J'ai attrapé le verre sur la table, et sans aucun contrôle, je l'ai jeté sur David. Le verre a effleuré son sourcil, se brisant sur le sol, le son perçant résonnant comme des milliers d'aiguilles poignardant le silence. Les éclats brillaient sous la lumière des bougies, comme mon cœur, brisé et tranchant comme un rasoir. David, espèce de salaud, ai-je crié, ma voix se brisant, ne ressemblant plus à la mienne. Le sang coulait de son front, une fine ligne descendant sur sa joue. Il m'a regardé, les yeux remplis de choc et de fureur, ses lèvres s'entr'ouvrant comme s'il voulait parler. Mais je ne l'ai pas laissé faire. J'ai frappé la table du dîner de toutes mes forces. Les assiettes de bœuf, les verres à vin, le bouquet d'œillets rouges. Tout s'est écrasé sur eux. Le son de la porcelaine brisée et de la nourriture qui tombe comme une symphonie chaotique. Sortez, tous les deux. Sortez de ma maison, ai-je hurlé, ma voix hystérique, comme si cette année de douleur enfouie avait finalement explosé. Ava s'est blottie derrière David, serrant son ventre, les yeux écarquillés de peur. David a crié en retour, sa voix tremblant de rage. Tu es folle. Tu es une putain de cinglée. Je ne sais même pas ce que j'ai pu te trouver. Ava avait raison. Tu n'es qu'une femme amère et en colère. Il a attrapé la main d'Ava et l'a tirée vers la porte. Il l'a tirée dehors, ses pas lourds, ses chaussures martelant le plancher en bois. La porte a claqué derrière eux comme un marteau frappant directement sur ma poitrine, me coupant le souffle. Après un moment, la pièce est tombée dans le silence. Un silence lourd, comme un mystérieux trou noir, invisible mais m'avalant tout entière. Je me sentais vidé, mes jambes faibles, et je me suis effondré sur la chaise. Je voulais pleurer, crier, mais mes yeux piquaient, et pas une seule larme ne voulait couler. Mon esprit est devenu vide, comme si chaque pensée avait été balayée par la tempête qui venait de passer. David, l'homme qui m'avait autrefois tenu doucement dans ses bras et promis de toujours rester à mes côtés, venait d'arracher le masque, révélant quelque chose de vil en dessous. Ava, la fille que ma famille avait soutenue pendant plus de 10 ans, qui avait toujours prétendu me voir comme une sœur, s'accrochait maintenant à mon mari, main dans la main, comme si je n'avais jamais existé. L'image de deux, les doigts étroitement entrelacés, a flashé dans ma tête. Je voulais me déchaîner, crier, mais ma gorge semblait bloquée. Aucun son ne voulait sortir. Mon cœur se serrait si fort que même mes dents se sont mises à trembler. Nous avions traversé tant de choses ensemble. Au début de la start-up, notre minuscule bureau était rempli de paperasse. Nous avons passé d'innombrables nuits blanches pour terminer des contrats, et j'ai pris tout ce que je pouvais pour économiser de l'argent. L'entreprise, celle que David appelait maintenant des actifs, a été construite avec notre sang et nos larmes. Quand nous nous sommes mariés, nous n'avions rien d'autre qu'une idée et de la détermination. Ma famille possédait un petit atelier d'exportation de vêtements, mais cela n'avait rien à voir avec l'industrie du logiciel que nous avions choisi. Les relations de mon père étaient inutiles dans ce domaine. David, toujours fier,
ne s'est jamais abaissé à négocier. Alors, je suis allé chercher des clients, rencontrer des partenaires, pendant qu'il restait en retrait pour s'occuper de la partie technique. À l'époque, pour obtenir des contrats, j'ai assisté à d'innombrables événements de réseautage et conférences d'affaires. Parfois, je tombais sur des clients qui rendaient délibérément les choses difficiles, m'entraînant dans des conversations sans fin. Mais j'étais doué pour parler, mieux que la plupart des hommes. À la table des négociations, la plupart des gens se traitaient encore avec respect. Pourtant, il y en avait toujours quelques-uns qui profitaient de la situation. Je me sentais humilié, et à la maison, je me confiais à David. Juste quelques mots, juste un peu de frustration. Il me prenait dans ses bras et disait qu'il ne me laisserait jamais tomber. Et pourtant maintenant, ces moments où j'étais la plus vulnérable, il les a utilisés comme des couteaux pour me poignarder dans le dos. L'odeur de la nourriture flottait lourdement dans l'air. Le bœuf froid. La sauce étalée sur le sol. Du verre brisé partout. Je suis juste resté assise là, figée comme une statue oubliée. Le son strident du téléphone a percé mes pensées. L'écran s'est allumé. Le nom de ma belle-mère. Patricia. La sonnerie s'est arrêtée, puis a recommencé, 3 fois de suite, comme si elle exigeait que je réponde. À contre-cœur, j'ai glissé pour décrocher. Claire, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? La voix de Patricia a retenti, teintée d'irritation. J'ai répondu avec lassitude, ma voix. Qu'y a-t-il? Demain, c'est le rendez-vous de rééducation de ton beau-père à l'hôpital, a-t-elle dit, autoritaire et plaintive. N'oublie pas sois là tôt pour m'aider à tout préparer. Mon beau-père avait été opéré il y a 2 ans pour enlever une tumeur au cerveau. Cela avait endommagé ses nerfs. Il avait du mal à bouger le côté gauche de son corps, ne pouvait pas parler clairement. Chaque semaine, il devait aller en kinésithérapie et en massage. David n'y était allé avec lui que 2 fois, en dehors de la première fois. Pendant les 2 dernières années, c'est moi qui m'étais occupé des finances, des rendez-vous, et qui l'avais accompagné avec Patricia. Elle passait son temps à s'amuser, à voir des amis, à engager des aides-soignants, qui finissaient tous par démissionner à cause de son caractère impossible. Au final, c'est moi qui devais tout gérer. 2 séances par semaine à l'hôpital, 3 de plus à la clinique. Maintenant, il pouvait enfin marcher sur de courtes distances sans canne. J'ai répondu froidement. Je suis occupé demain. Elle a immédiatement explosé, sa voix stridente au téléphone. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Tu n'as aucun sens des responsabilités? Elle n'était pas comme ça avant. Mais il y a 3 ans, après la faillite de l'usine de mon père, son attitude a changé. Elle est devenue autoritaire, se plaignant toujours que je n'en faisais pas assez pour la famille. Je suis restée silencieuse, ma main serrant le téléphone, mes ongles s'enfonçant dans ma peau. Elle a continué, plus fort qu'avant. Je me fiche de ce que tu as prévu. Annule-le. Ta priorité est d'emmener ton beau-père à sa thérapie. Nous nous sommes déjà mis d'accord sur cet horaire. Son ton était autoritaire, effronté, comme si j'étais sa bonne. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de retenir la fureur qui bouillait en moi. Légalement parlant, ai-je dit, ma voix si froide qu'elle m'a surprise moi-même. Seul David est obligé de s'occuper de ses parents. Je n'ai aucune obligation de ce genre, et c'est parce que je suis encore sa femme. Elle est restée silencieuse, haletant au téléphone. Puis sa voix est revenue, tremblante de rage. Claire, tu le regretteras. Je ne laisserai pas passer ça. Puis elle a raccroché, furieuse. J'ai éteint mon téléphone, l'écran devenant noir comme mon cœur à ce moment-là. Je suis restée assise là, dans les décombres de ce qui devait être un dîner d'anniversaire, toute la nuit. Quelle blague. J'avais rêvé d'une douce soirée avec David, et ça s'est terminé par une performance brisée. Alors que l'aube pointait, une faible lumière du soleil filtrait à travers les rideaux. J'ai appelé un service de nettoyage, puis je suis allé dans la salle de bain, laissant l'eau froide éclabousser mon visage, lavant l'odeur épaisse des herbes et les souvenirs de la nuit précédente. J'ai enfilé une nouvelle robe, une robe bleu marine ajustée. Juste au moment où j'attrapais mon sac, prête à partir pour la maison de mes parents, la porte d'entrée s'est ouverte en claquant. David est entré en trombe. « Claire, comment as-tu pu être si impoli ?» a-t-il crié, sa voix résonnant dans la maison silencieuse. « C'est ma mère. Comment oses-tu lui parler comme ça ?» Son doigt pointait droit sur moi comme si j'étais une criminelle en procès.
J'ai roulé des yeux, cherchant dans ma mémoire. Impoli. Tout ce que j'avais fait, c'était dire la vérité. Que je n'avais aucune obligation légale de m'occuper de ses parents. Mais la colère de David brûlait comme un feu, n'ayant jamais besoin de raison pour s'enflammer. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Je me suis dirigé vers l'étagère, j'ai attrapé mon sac et mes clés de voiture. Le bruit de mes talons claquant sur le plancher en bois était plus fort que n'importe quelle dispute. Chaque pas était un refus de m'engager. Il s'est jeté en avant, me barrant le chemin, tu viens avec moi t'excuser auprès de ma mère maintenant. J'ai repoussé son bras, une vague de rage alimentant ma force. Tu es fou, ai-je lâché, les yeux fixés sur les siens, sans ciller. Je me suis penché, sortant mes talons haut de l'armoire. Il ne voulait toujours pas reculer. Sa main a saisi mon bras, ses doigts s'enfonçant dans ma peau comme des pinces de fer. Claire, le divorce, c'est entre nous. Ne t'en prends pas à mes parents. Ils t'ont toujours traité comme leur propre fille. Maintenant, viens t'excuser. Leur fille? J'ai ri aux éclats. Une fille qu'on commande comme une bonne, qu'on critique pour ne pas être assez dévouée. La fureur a inondé ma poitrine. J'ai levé l'un des talons dans ma main, la pointe acérée dirigée vers son front comme un couteau prêt à frapper. Je compte jusqu'à 3, ai-je dit, ma voix froide comme la glace. Lâche-moi. 1, 2. Avant que je puisse dire 3, j'ai levé le bras, le talon brillant sous la lumière. David a repoussé mon bras et a reculé, ses yeux remplis à la fois de colère et de peur, comme si j'étais un animal sauvage en liberté. Tu as perdu la tête, a-t-il crié, la voix tremblante, bien qu'il ait essayé de paraître dur. Tu es une femme si amère. Je dois divorcer de toi. Je me suis redressé et j'ai pris une profonde inspiration. Très bien, divorçons. Je veux 70% des actifs. Ma voix était calme. Pas question, a craché David, son visage devenant rouge, les veines saillantes à ses tempes. Qu'est-ce qui te fait croire que tu mérites ça? Je te donnerai la moitié, pas plus. Prends-le ou nous allons au tribunal. Il se tenait là, les épaules raides, comme s'il gardait un empire qu'il pensait n'appartenir qu'à lui. J'ai regardé l'homme en face de moi, autrefois mon mari, maintenant juste un étranger. Mon cœur ressemblait à de la cendre après un incendie. La moitié? C'est ce qu'il appelle de la générosité? Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé en silence. Très bien alors, ai-je dit, stable, inébranlable. Nous irons au tribunal. Sur ce, j'ai attrapé mon sac. Les clés de la voiture ont cliqueté dans ma main. Je suis sorti et j'ai claqué la porte derrière moi. Le son a résonné comme une déclaration, laissant David et la maison brisée dans mon sillage. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, mais quand je suis arrivé, tout était complètement silencieux. La porte était bien fermée, pas une seule personne en vue. Cela faisait plus de 2 semaines que je n'étais pas venu. Trop occupé par le travail, par David, par toutes les responsabilités accumulées. J'ai appelé mon père pour découvrir que ma mère avait été hospitalisée pour une pneumonie causée par la grippe. Il ne me l'avait pas dit parce qu'il ne voulait pas m'inquiéter. Je me suis précipité directement à l'hôpital. De manière inattendue, j'ai croisé mes beaux-parents sur le parking alors qu'ils se rendaient à la kinésithérapie. Mon beau-père était affalé dans son fauteuil roulant. Quand il m'a vu, son expression est restée neutre, mais Patricia a croisé les bras et a ricané. Tiens, Claire. Tu te sens coupable maintenant? Tu es venu t'excuser, c'est ça? Sa voix était douce mais dégoulinait de sarcasme. Si tu es prête à admettre tes erreurs, le père de David et moi pourrions envisager de te pardonner. Sinon, ne t'attends pas à être de nouveau la bienvenue dans notre famille. La bienvenue. Comme si j'avais jamais désespérément voulu appartenir à cette famille. J'ai souri en coin, mes yeux la parcourant. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête, tu ferais aussi bien de le faire vérifier pendant que tu es déjà à l'hôpital. Je n'ai pas regardé en arrière, je me suis dirigé tout droit vers l'ascenseur. Derrière moi, Patricia a crié, sa voix stridente et pleine de jurons, mais je m'en fichais. Ces mots n'étaient que de l'air, sans signification. Pas même quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Le nom de David s'est allumé sur l'écran. Sans doute Patricia l'avait appelé pour se plaindre. J'ai immédiatement bloqué son numéro, mon doigt glissant sur l'écran, coupant le cordon sans hésitation. Je n'avais plus de patience pour entendre ces jérémiades.
Quand j'étais encore sa femme, je supportais ses parents par devoir. Mais maintenant, il n'était qu'un tricheur et il pensait que je me plierais encore à sa famille. L'ascenseur m'a emmené au 12e étage, l'air épais de l'odeur d'antiseptique. Dès que j'ai vu ma mère allongée dans le lit d'hôpital, mon nez a piqué. « Maman, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade ?» Ma voix tremblait, sur le point de se briser. Elle a souri faiblement, sa main frêle tapotant doucement la mienne. « Te le dire ne ferait que t'inquiéter. »« À quoi bon ? Les soins ici sont bons, et ce n'est qu'une pneumonie. Quelques jours sous perfusion et ça ira. Juste une pneumonie. » Je l'ai regardé, si maigre, si fatigué, ses yeux cernés et sombres. Mon père se tenait à côté d'elle, les épaules voûtées, portant seul le poids de ses derniers jours. Je savais que ce n'était pas juste une pneumonie. Sous prétexte d'aller acheter quelque chose, j'ai quitté la chambre et je suis allé directement voir le médecin. Ma mère avait un gros polype dans le poumon. Il avait déjà été enlevé. La biopsie est revenue. Cancer du poumon au stade précoce. Le médecin m'a rassuré en disant que le traitement était en cours et que tant qu'elle gardait un bon moral et mangeait correctement, elle se rétablirait, mais ces mots n'ont pas apaisé ma culpabilité. J'étais sa fille, pourtant je ne savais même pas qu'elle était gravement malade. Elle avait été opérée, hospitalisée, et seul mon père était à ses côtés. Pendant ce temps, j'étais trop occupé à m'occuper de mon beau-père, d'une famille qui m'appelait leur fille, mais me traitait comme une bonne. Je me suis effondré dans la cage d'escalier, le dos pressé contre le mur froid. 7 ans de mariage. Que ai-je obtenu? Un mari infidèle. Des beaux-parents qui m'utilisaient comme un outil. J'ai essuyé mes larmes, pris une profonde inspiration, et je suis retourné dans la chambre de ma mère, forçant un sourire comme si tout allait bien. Les jours suivants, je suis resté à l'hôpital avec elle. Elle n'arrêtait pas de me presser de rentrer à la maison, sa voix douce mais ferme. Ton père est là. C'est suffisant. Je comprenais ce qu'elle voulait dire. Elle ne voulait pas que je néglige ma propre famille. Mais je n'étais pas prête à parler du divorce pour l'instant. Je lui ai juste dit que les choses avec la famille de David étaient réglées. Et maintenant, je voulais seulement m'occuper d'elle. Je ne m'attendais pas à ce que David se présente, et encore moins qu'il amène Ava dans la chambre d'hôpital. La porte s'est ouverte et ils sont entrés main dans la main comme un couple de films romantiques bas de gamme. Je me suis figé, mon cœur se tordant. Ma mère avait l'air confuse, ses yeux allant de l'un à l'autre, ne comprenant clairement pas ce qui se passait. David a paniqué, a essayé de retirer sa main, mais Ava s'est accrochée à lui, ses doigts s'enfonçant. Je me suis levé d'un bond, les ai repoussés vers la porte, en gardant la voix basse. Quoi que ce soit, dis-le à la maison. N'amène pas ça ici pour contrarier ma mère. J'ai essayé de rester calme. Je ne voulais pas qu'elle entende quoi que ce soit. Ava m'a jeté un coup d'œil, sa voix délibérément forte. Le divorce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. Pourquoi le cacher? De quoi as-tu si peur? J'ai craqué, les yeux rivés sur David. Fais sortir ta femme d'ici. Mon doigt tremblait, mais je suis resté ferme, sans reculer. Ava n'a pas abandonné. Elle s'est approchée, sa voix chargée comme si c'était elle qui avait été lésée. Je suis juste venu demander une chose. Tu veux une grosse part des actifs de David, sur quelle base? C'est lui qui dirige l'entreprise. Tu n'es qu'une femme au foyer. Tout ce que tu as dépensé, n'est-ce pas lui qui l'a gagné? De quel droit en demandes-tu autant? Tu penses pouvoir en profiter parce qu'il est gentil et facile à manipuler. Eh bien, laisse-moi te dire, avec moi dans les parages, oublie ça. Elle parlait comme si elle était la vraie femme venue affronter la maîtresse pour lui avoir volé ce qui lui revenait. Du lit d'hôpital, ma mère a halté, sa voix faible et effrayée. Claire, que se passe-t-il? Elle avait l'air effrayée, comme si elle sentait que quelque chose de terrible allait se produire. Je me suis retourné, essayant de garder ma voix douce, presque suppliante. David, Ava, ma mère vient d'être opérée. Elle ne peut pas être contrariée. Pouvons-nous s'il vous plaît parler dehors? À ce moment, la porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte. Mon père est sorti, grand et large d'épaules, mais ses yeux étaient froids comme de l'acier forgé. Il a fait une pause d'un instant, nous a regardés tous les trois, empêtrés dans l'attention, et c'est comme s'il avait tout vu, tout compris en un seul coup d'œil. Ses yeux se sont fixés directement sur Ava, vifs et impitoyables.
Ava a instinctivement reculé, ses mains qui avaient agrippé mon bras se sont rapidement détachées. Elle a baissé la tête, ses cheveux bouclés tombant sur la moitié de son visage, mais je pouvais voir ses joues devenir rouges. Pas de colère, mais de honte, comme si elle venait d'être mise à nu sous un projecteur. La voix de mon père a fendu l'air. Comment tes parents t'ont-ils élevé, Ava? Ma famille a soutenu ton éducation, et c'est ce que tu fais? Détruire le mariage de ma fille? N'as-tu plus aucun sens de la décence? Il se tenait là, grand et immuable comme une montagne, son regard plein de déception et de mépris. Ava tremblait légèrement, ses lèvres bougeant alors qu'elle essayait de se défendre, sa voix à peine plus qu'un murmure. Mon oncle, l'amour ne se force pas. David et moi, c'était mutuel. Je ne voulais blesser personne, et je suis vraiment reconnaissante pour ce que vous avez fait pour moi. Ces mots se sont éteints, faibles et vides. Mon père a laissé échapper un souffle sec par le nez. Il n'a pas pris la peine de répondre. Il s'est tourné vers moi et bien que ses yeux se soient adoucis, il gardait encore un tranchant de rasoir, lourd de sympathie. Qu'est-ce que tu comptes faire? Sa voix était froide, mais je pouvais entendre la douleur en dessous, comme un père assistant à la trahison de son enfant. J'ai laissé échapper un rire amer, fragile comme des coquillages brisés sous des vagues déferlantes. L'amante de son fils est déjà enceinte et il l'a amenée jusqu'ici. C'est le divorce. Les mots sont sortis avec un goût de cendre. Mon père a hoché la tête, sans jamais me quitter des yeux. Et pour les actifs? Son ton était stable, mais il portait le poids de quelqu'un qui sait exactement ce qui a été perdu. Je veux 70% de tout ce qui a été gagné pendant le mariage, ai-je répondu. Mon père a de nouveau hoché la tête, le coin de sa bouche se contractant vers le haut. Juste. Le capital de départ de cette entreprise venait de moi. Lui donner 30% est déjà généreux. Ces mots sont tombés comme un verdict. Final, incontestable, résonnant dans l'air tendu du couloir de l'hôpital. Ava a immédiatement éclaté, sa voix stridente de colère. Pourquoi? Cette entreprise appartient à David. De quel droit en prenez-vous autant? Mais mon père ne lui a jeté qu'un seul regard, la faisant se figer. Elle a serré les lèvres, continuant à marmonner de frustration. Puis soudain, mon père a levé la main, le doigt pointé droit sur son visage, sa voix basse mais pleine de pouvoir. Espèce d'effronté. Ça ne te regarde pas, David s'est immédiatement précipité en avant, tirant Ava derrière lui. Monsieur, si vous avez quelque chose à dire, dites-le-moi. Il n'est pas nécessaire de l'insulter. Il a essayé de paraître ferme, mais je pouvais entendre le tremblement dans sa voix. Il respectait toujours mon père, non seulement par politesse, mais à cause de la somme importante que mon père avait investie au début de l'entreprise. Sans cet argent, il n'y aurait pas d'entreprise du tout. Mon père a fixé David, les yeux comme de la glace, et a parlé sans pitié. David, par respect pour le fait que tu as été un jour le mari de ma fille, je ne veux pas rendre les choses plus laides qu'elles ne le sont déjà. Prends tes 30% et va-t'en. Si tu ne le fais pas, je jure que je brûlerai jusqu'au dernier dollar s'il le faut. Mais je m'assurerai que tu ne vives jamais en paix. Tu sais que je ne bluffe pas. S'il faut que les deux camps perdent tout, soit. Mais je ne te laisserai jamais intimider ma fille. Le visage de David est devenu pâle, ses lèvres étroitement serrées. Il connaissait bien mon père, un homme qui ne disait jamais des choses qu'il ne pensait pas. Un mois plus tard, David et moi avons officiellement signé les papiers du divorce. L'accord était soigneusement posé sur le bureau de l'avocat. Dans le cadre du règlement, nous avons partagé nos actifs. David voulait garder l'entreprise de logiciels. Il était déterminé à la garder. Il a proposé d'utiliser tous ses actifs restants pour racheter mes parts. J'ai hoché la tête sans hésitation. Très bien, assure-toi juste de me payer ce qui m'appartient. Je ne voulais pas de l'entreprise. Je ne voulais pas des souvenirs liés à lui. Je voulais juste une rupture nette et définitive. David s'est démené pour rassembler les fonds, empruntant plus de 5 millions de dollars pour me virer la totalité du montant. 3 mois après le divorce, l'affaire était conclue. Il a déménagé de notre ancienne maison et a loué un appartement, espérant que l'entreprise deviendrait bientôt rentable pour qu'il puisse rebondir. Quant à moi, j'ai utilisé une partie de l'argent pour acheter une nouvelle villa nichée sur une douce colline avec de grandes fenêtres donnant sur une vallée verdoyante. Chaque matin, le soleil entrait à flot. Je pensais que le divorce laisserait un vide, une blessure qui ne guérirait pas.
Mais le travail m'a emporté comme une rivière entraînant le chagrin en aval. Je n'avais pas le temps de m'attarder sur la tristesse. J'ai emmené mes parents en vacances, contemplant les eaux bleues de la Floride, riant autour de repas simples. De retour à la maison, j'ai décoré ma villa à la main, peignant les murs d'un blanc crème, plantant des roses et des hortensias dans le jardin. Jour après jour, je me sentais revivre comme un arbre arrosé après un long hiver. Avant que je ne m'en rende compte, plus de 6 mois s'étaient écoulés. À la fin de cette année-là, j'ai appris qu'Ava avait accouché. Des jumeaux, un garçon et une fille. David a organisé une grande fête dans un restaurant de luxe. Des lumières scintillantes, du vin coulant à flot, invitant des collègues, et même des amis communs. Je n'ai pas cherché cette nouvelle, mais elle m'est parvenue quand même, comme une brise non invitée. Des amis me l'ont dit, leur voix pleine d'inquiétude, mais j'ai juste souri, pris une gorgée de café, et je me suis senti calme, comme la surface d'un lac tranquille. Je m'en fichais. J'étais trop occupé à construire mon propre avenir. Je me suis assise avec mon père et j'ai étalé des plans sur la table du petit déjeuner. J'avais décidé de relancer son ancienne carrière, en lançant une usine qui fabriquait des vêtements thermiques et des tenues de yoga. De cette façon, nous pourrions vendre toute l'année. Cette fois, nous nous concentrerions sur le marché intérieur. Mon père, avec des décennies d'expérience dans la gestion d'usines et la production de vêtements, est devenu notre conseiller en fabrication. Il a guidé chaque étape, de la sélection des tissus à l'optimisation de la chaîne de production. J'ai investi audacieusement, en embauchant 2 jeunes designers talentueux qui ont apporté des tenues de yoga douces, ajustées et colorées comme le soleil d'été. J'ai constitué une équipe de vente et je l'ai divisée en 2 branches, hors ligne et en ligne. Hors ligne, nous visions les supermarchés et les centres commerciaux, des endroits où les clients pouvaient sentir le tissu de leurs propres mains. En ligne, je me suis concentré sur la vente en gros et le dropshipping, fournissant des influenceurs, Amazon et Shopify, pas de vente au détail, juste de l'échelle, de la vitesse et de l'efficacité. Chaque matin, je me réveillais, je vérifiais mes emails, je participais à des réunions avec l'équipe, je respirais l'odeur du tissu neuf de l'usine, et j'avais l'impression de construire un nouvel empire. Peut-être parce que c'était si familier, l'entreprise fonctionnait sans problème. Contrairement à l'entreprise de logiciels de David, où chaque contrat valait des centaines de milliers ou des millions, les vêtements étaient essentiels. Un flux stable et à long terme. Un autre hiver est arrivé, et grâce à quelques publications Instagram d'influenceurs, mes vêtements thermiques ont soudainement explosé en vente. Les commandes en ligne affluaient comme de la neige qui tombe, s'accumulant sur mon bureau, m'obligeant à tripler le nombre d'ouvriers de l'usine. Les machines à coudre tournaient à plein régime. Je me tenais au milieu de l'usine, tenant un morceau de polaire douce dans ma main, souriant alors que des rouleaux de tissu se transformaient en eau thermique, prêts pour l'hiver rigoureux à venir. Juste avant Noël, une amie est passée à l'usine pour passer une grosse commande de cadeaux pour son personnel. Elle a pris une gorgée de chocolat chaud, puis s'est penchée, baissant la voix comme si elle était sur le point de révéler un secret. « Et, Claire, devine quoi ? Je viens d'apprendre que le père de David est décédé il y a 2 jours. » L'odeur dans cette maison était horrible. Je me suis figé. La tasse de café dans ma main a légèrement basculé. Quelques gouttes ont ondulé sur la table. Même si mon ancien beau-père avait des lésions nerveuses et des difficultés à marcher, sa santé était restée stable. Comment a-t-il pu mourir si soudainement ? J'ai froncé les sourcils, ma voix douce mais curieuse. Que s'est-il passé ? Mon ami a haussé les épaules. Apparemment, il est tombé. Patricia l'a laissé seule à la maison, trop occupée à s'occuper d'Ava et des jumeaux. Elle ne rentrait qu'une fois par semaine, préparait des repas à l'avance et les mettait au frigo. Elle lui disait de les réchauffer lui-même. Quand il est tombé, il n'y avait personne. Les voisins ont senti une odeur, ont appelé la police, ils ont défoncé la porte, et il était déjà mort. Toute la maison empestait. Sa voix s'est éteinte comme si même elle frissonnait à cette image. Elle a haussé les sourcils, sa voix plus dramatique maintenant. Mais ce n'est même pas la partie la plus folle. Les funérailles n'étaient même pas terminées que Patricia avait déjà un nouveau petit ami. On dit qu'elle attendait qu'il meure. Elle avait une liaison depuis 2 ans. Elle a fait une pause et m'a regardé comme si elle attendait une réaction. Je me suis souvenu que pendant ces 2 années où mon beau-père était malade, Patricia était toujours parée de robes coûteuses, allant et venant à toute heure. Peut-être qu'elle vivait pour elle-même depuis longtemps, abandonnant son mari handicapé.
J'ai regardé par la fenêtre où la neige tombait tranquillement et j'ai pensé à David. Il s'est avéré être si semblable à sa mère. C'était étrange, le genre de personne qui jetterait tout pour le désir. Mais c'était quelque chose que j'ai juste écouté et laissé passer. Quoi qu'il soit arrivé à la famille de mon ex-mari, cela n'avait plus rien à voir avec moi. 2 mois plus tard, David s'est présenté à l'usine de confection. Le gardien de sécurité ne l'a pas reconnu, il a juste pris ses informations quand il a dit qu'il était là pour voir des produits, puis l'a fait entrer. J'étais dans mon bureau en train d'examiner de nouveaux projets de design. Une jeune designer, les cheveux attachés hauts et les yeux pétillants, montrait un tissu extensible, parlant avec enthousiasme des lignes de couture. Soudain, la porte s'est ouverte. David est entré. J'ai levé les yeux, mon regard froid comme la pierre. « Que fais-tu ici ?» Ma voix ne portait aucune émotion, comme si je m'adressais à un étranger. David a esquissé un sourire, mais il était crispé, comme s'il avait été collé sur son visage. Claire. Il s'est éclairci la gorge, les mains dans les poches, essayant d'agir avec désinvolture. J'ai dit à la designer de retourner réviser le projet. Je le regarderai à nouveau plus tard. David s'est avancé et a doucement fermé la porte derrière lui. Il se tenait là, le même homme qui avait autrefois demandé le divorce avec arrogance, maintenant légèrement voûté, des cernes sous les yeux, comme si les derniers mois lui avaient drainé la vie. « Claire, je suis venu te demander une faveur, » a-t-il dit, sa voix basse avec une trace de supplication. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé droit dans les yeux. David a forcé un sourire, se frottant la nuque, et a continué. Mon entreprise a des problèmes. Certains contrats importants expirent le mois prochain, et ils ne renouvellent pas. Ils sont déjà passés à une autre entreprise de logiciels. Peux-tu m'aider à les contacter? Leur parler. Je suis prêt à réduire le prix de 10% supplémentaire. Je pouvais voir le désespoir derrière la fine couche de confiance forcée. J'ai retroussé légèrement les lèvres, un faible sourire moqueur, comme une brise froide effleurant un lac. Va leur parler toi-même. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? David a baissé la tête, le regret brillant dans ses yeux. L'année dernière, j'ai offensé 2 des responsables, a-t-il dit, la voix plus douce maintenant. Le marché était difficile et il voulait une réduction de 10%, mais mon entreprise avait aussi des difficultés, alors j'ai refusé. Maintenant, les contrats sont terminés et ils ne renouvellent pas. Pour une raison quelconque, un tas d'autres clients importants sont partis aussi. Il a levé les yeux vers moi, les yeux suppliants. Tu gérais ces comptes avant. Peux-tu m'aider à les contacter? Je te donnerai une part de l'affaire si ça marche. J'ai ri intérieurement. Imbécile. Le marché du logiciel avait été brutalement compétitif ces 2 dernières années. D'autres entreprises ont baissé leur prix de manière agressive alors que lui, dirigeant une petite entreprise sans rien d'unique à offrir, a agi avec arrogance et a refusé de plier. Et maintenant, il en payait le prix. Si tu es ici pour acheter des vêtements thermiques, tu es le bienvenu, ai-je dit. Pour tout le reste, je ne peux pas t'aider. J'ai fait une pause, insistant délibérément sur chaque mot, le sourire toujours sur mes lèvres. Après tout ce qui est lié aux affaires est inconvenant. Tes propres mots, tu te souviens? Alors pourquoi venir me voir maintenant? Le visage de David est devenu pâle, comme s'il venait d'être giflé. Il a ouvert la bouche. Sa voix s'est précipitée, se bousculant pour expliquer. Claire, je ne le pensais pas comme ça à l'époque. Je voulais juste. Mais je ne l'ai pas laissé finir. Les insultes qu'il m'avait lancées à l'époque, quand il m'avait traité de déchet juste pour protéger sa maîtresse, étaient encore vives comme des épines logées dans ma poitrine. J'ai décroché le téléphone interne et j'ai demandé à la sécurité de l'escorter hors de l'entreprise. Après que David ait été escorté hors de mon bureau par la sécurité, je suis retourné à mon bureau. Mon téléphone a vibré. Un message de la directrice que j'avais embauchée, une femme vive et ponctuelle, montrant une longue liste de nouvelles commandes entrantes. J'ai ri, le son résonnant dans le petit bureau comme pour effacer la dernière trace de David. Une fois que mon entreprise fonctionnait sans problème, je me suis discrètement associé à des amis pour enregistrer une nouvelle société de logiciels fonctionnant presque exactement comme celle de David. Au cours des 2 dernières années, j'avais patiemment recruté les meilleurs ingénieurs de son équipe. Les contrats majeurs, les clients dont il se vantait autrefois, étaient maintenant les miens. Et David, dans son ignorance pathétique,
était venu me demander de parler à ces mêmes clients, comme s'il me demandait de me voler ma propre victoire. 2 ans plus tard, l'entreprise de David a fait faillite. Ma vie, en revanche, avait changé. J'ai commencé une nouvelle relation avec Ethan, un professeur de physique à l'université qui était également divorcé. Nous nous sommes rencontrés à la fête d'un ami commun. Il était calme, mais chaque mot qu'il prononçait était vif, drôle, comme un verre de vin rouge, riche et étonnamment délicieux. En apparence, nous semblions opposés, mais en conversation, nous étions parfaits. C'était le genre d'homme qui pouvait me faire sourire avec juste un commentaire spirituel sur la relativité. Nous ne parlions pas constamment. Il était occupé par ses recherches. J'étais occupé par l'usine de confection et l'entreprise de logiciels, mais quand il avait du temps libre, je réorganisais mon emploi du temps et nous nous promenions ensemble dans des rues aux feuilles dorées où nous nous asseyions près de la cheminée pendant qu'il parlait de l'univers comme si chaque étoile était une histoire. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés et je suis tombée enceinte. Le jour où Ethan m'a emmené pour un contrôle prénatal, nous avons rencontré de manière inattendue David et Ava qui couraient après une ambulance. Sur le brancard se trouvait un petit garçon, peut-être de 5 ou 6 ans, couvert de sang, les yeux fermés, immobile. L'ambulance s'est précipitée aux urgences. David et Ava se sont effondrés sur le sol, leurs sanglots déchirant le silence de l'hôpital. Je suis resté là, la main d'Ethan serrant fermement la mienne, ses yeux remplis d'inquiétude, mais j'ai simplement secoué la tête. Je n'ai pas dit un mot. Après mon rendez-vous, j'ai entendu des gens parler et j'ai finalement compris. Un petit garçon d'environ 5 ou 6 ans était tombé d'un balcon d'un immeuble de grande hauteur. Il a été transporté d'urgence mais n'a pas survécu. L'image de David et Ava courant après le brancard a flashé dans mon esprit. Était-ce leur enfant? Plus tard, j'ai appris toute l'histoire par des chuchotements et par d'amis. Ava et Patricia, accros aux fêtes avec des amis, avaient verrouillé l'appartement et laissé les 2 enfants seuls. Il n'y avait pas de nourriture. Les enfants avaient faim, appelaient leur mère en vain. Le garçon, se souvenant d'une vidéo qu'il avait vue, est monté sur le rebord de la fenêtre, essayant d'utiliser un arbre à l'extérieur pour descendre et la chercher. Sa petite sœur, à peine un bambin, l'a aidé en poussant une chaise, mais il a perdu pied et est tombé directement du balcon au sol. Les cris de panique de la fille ont alerté les voisins. Ils ont appelé la police et une ambulance, mais il était trop tard. Le garçon n'a pas survécu. Les services de protection de l'enfance ont lancé une enquête. Ava a été interrogée pour négligence d'enfant. Je suis resté assise en silence, incapable de parler, la poitrine lourde comme si je portais une pierre. Une petite vie innocente, détruite par leur insouciance. Le temps a passé comme une rivière emportant tranquillement les débris du passé. J'ai entendu dire que David et Ava avaient finalement divorcé, et que la garde de leur fille était allée à David. La nouvelle m'est parvenue comme une brise, passant et s'estompant sans laisser de traces. Je n'ai pas demandé plus de détails. Je ne voulais pas savoir. Ma vie avait pris un nouveau tournant, rempli de douces lumières du soleil et de fleurs épanouies dans le jardin de la villa, un rappel silencieux que j'étais libre. 2 ans plus tard, j'ai croisé David par hasard dans une rue animée du centre-ville. Je marchais bras dessus bras dessous avec Ethan, mon mari. Notre fille, la petite Lily, était blottie dans les bras d'Ethan, ses grands yeux ronds riant alors qu'il la soulevait dans les airs. J'ai souri, lissant doucement les cheveux bouclés de Lily. Nous allions au centre commercial pour lui choisir des vêtements d'hiver. Puis j'ai vu David, immobile sur le trottoir. Il m'a regardé, les yeux ternes, portant une lueur du passé. Je me suis arrêté un instant. Nos regards se sont croisés. Aucun mot n'a été échangé. Aucun n'était nécessaire. Je me suis tourné vers Ethan. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai continué à marcher main dans la main avec mon mari alors que le rire de Lily résonnait, clair et vif comme des carillons. Chaque pas que je faisais était un rythme de liberté. Chaque souffle une affirmation silencieuse que j'avais laissé le passé derrière moi. Pas de retour en arrière. Pas de regard par-dessus mon épaule parce que mon bonheur était devant moi, dans les bras d'Ethan, dans le sourire de Lily. Dans les jours que je peux maintenant réécrire, page par page, selon mes propres termes. J'ai autrefois pensé que le bonheur était une destination. Mais maintenant je sais que le bonheur est le chemin que nous choisissons, pas à pas, doucement et librement. Si vous avez déjà dû vous éloigner d'un passé douloureux pour construire quelque chose de mieux, dites-moi dans les commentaires ce que la liberté signifie pour vous. N'oubliez pas d'aimer,
de partager et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci.